là, on parle beaucoup de maladie à travers la recherche de la santé, c'est la maladie qui est touchée. Souvent, ça va être au moment où la maladie s'exprime et est déjà longuement exprimée qu'on va s'intéresser à la santé. Rarement pour la prévention. Et il y a une chose qui me désole beaucoup dans ce que je fais, c'est de voir de plus en plus, si ce n'est quasi exclusivement, des personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes, pour qui il y a un diagnostic assez fort, très avancé, et qui se tournent vers des approches complémentaires, si ce n'est alternatives. Et parfois, c'est presque comme des appels à l'aide du dernier recours. J'ai un cancer en stade terminal, j'ai une leucémie, voilà, je vais vers le handicap, j'ai Alzheimer, j'ai Parkinson. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors je vais essayer de ne pas mettre trop d'affect là-dedans évidemment, mais alors, déjà qu'est-ce que vous pouvez faire? Souvent c'est être en colère, euh, de... Bien sûr la personne est dans la peur, dans la torpeur, dans la souffrance, dans la perdition, puisqu'on se tourne rarement vers les médecines alternatives par choix, c'est par dépit. On a fait le tour, on a vu les spécialistes pendant des semaines, des mois, des années, nous n'avons pas eu d'effort, et en dernier recours, nous allons vers la chose souvent que nous dénigrions, mais par opportunisme salutaire, nous nous tournons vers ces approches-là. Et je dirais presque au moment où c'est trop tard. Et on va juger de ces approches, que ce soit la naturopathie, l'hygiénisme, la sophrologie, l'homéopathie, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, bref, le magnétisme, que sais-je. Qu'au moment où on a l'impression d'avoir tout essayé. Et on a déjà usé et abusé des chimies médicamenteuses, des traitements lourds, des déceptions, des déprimes. La force vitale est en berne, le moral aussi. Les proches sont accablés. Et à ce moment-là, il faudrait que les thérapies alternatives soient jugées sur ces approches, sur ces phénomènes-là, et qu'il y ait des résultats. Là où tout le monde a échoué, y compris la personne elle-même. Et donc on se retrouve à devoir faire face à des demandes de personnes égarées, perdues, en détresse physique et psychologique. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Comme si on allait consommer par un miracle quelconque une solution pour, je dirais pas guérir, ne plus souffrir. Alors quand je dis que c'est la colère, pourquoi? Parce qu'on se dit, mais et si seulement cette démarche avait été entreprise plus tôt? Si seulement on avait pu travailler avec ça d'amplitude, plutôt que ça. Cancer stade 4, 5, où il y a eu des dizaines de séances de chimio, des opérations, des interventions lourdes, une perte de poids conséquente, des déceptions, des désillusions, la psychologie très affectée. Évidemment qu'on aura peu de marge de manœuvre, peu de leviers à activer. Et puis pour certaines personnes, eh bien, ça sera tout simplement trop tard. Alors évidemment, il y a toujours le miracle, ça n'existe pas pour moi. Des renversements physiologiques, on peut dire. Mais dans beaucoup de cas, c'est compliqué. Les émonctoires sont saturés, les reins sont très fatigués, le foie est épuisé, tant par la maladie qui s'est chronicisée que par les traitements que le corps a reçus. La respiration n'est pas bonne, il y a une déminéralisation totale, et donc tout le rééquilibrage de terrain demanderait beaucoup de temps qui n'est pas disponible. Alors, les personnes souvent disent qu'est-ce que je peux faire, tout en sachant que l'entourage est généralement peu enclin à ce que des approches alternatives soient faites.
donc va freiner, va pousser des cas de fer pour arrêter. Et le praticien va se retrouver irrémédiablement en pratique illégale de la médecine, voire mise en danger de la vie d'autrui. C'est un fait. Alors c'est la colère qui reste. La colère d'avoir échoué, pas dans la thérapie, pas dans la guérison, dans la pédagogie et dans la prévention. Je suis profondément déçu de la plupart de mes journées. Je suis heureux de rencontrer beaucoup de personnes, mais de voir qu'en fait ce sont des gens en bout de course, malades usés, déprimés, et je préférerais voir des personnes bien portantes qui me disent « je viens vous voir pour rester bien portant ». Sauf que ça ne marche pas comme ça, puisque nous avons envie d'être dans le plaisir, de jouir, d'être indolent, de profiter de la vie, d'être épicurien, que sais-je, et on verra plus tard. Et puis quand le plus tard arrive, on dit si j'avais su, alors qu'immanquablement on a eu l'information. Donc, il y a un échec collectif à tout cela. La première personne responsable, c'est évidemment l'individu, qui a, même si c'est limité, un libre arbitre. La deuxième personne responsable, c'est une personne morale, c'est la société, qui n'a pas su faire de l'éducation à la santé correcte, que ce soit à travers le service public, les structures médicales, des pôles santé, les médias aussi, en dehors de ce pôle-là, et puis les personnes qui sont éducateurs de santé ou praticiens, qui prétendent, comme je fais, faire passer un message de santé. Donc c'est un échec de tout ce monde-là, avec des pourcentages de répartition inégaux et aléatoires, mais qui conduisent au même résultat. On se tourne vers autre chose lorsque c'est presque trop tard. Et là, tout le monde est démuni, et tout le monde dit « et si ?» Et si ça avait été pris plus tôt? Et si j'avais réfléchi autrement? Et si j'avais réussi à me motiver? Et si j'avais mieux parlé? Etc. etc. Que ce soit le praticien ou la personne qui demande du soin. Il y a un antagonisme très fort dans la société où, bien sûr, qu'on parle de plus en plus de santé, bien sûr qu'on parle de plus en plus d'approches alternatives, d'écologie globale, et en même temps, on a une société de surconsommation, de plaisir, et de plaisir immédiat. Donc la rencontre des deux est extrêmement violente et crée un schisme dans le cerveau de la plupart des individus. Donc se positionner, c'est pas évident. Et puis, il y a une inertie sociale qui tend vers le plaisir et la jouissance de manière très instantanée et permanente. Et puis, il y a les rabat-joie et qui vont parler de santé, de bien-être, de se priver de nourriture de temps en temps, de manger moins, de moins consommer enfin, donc c'est complètement l'opposé, alors que nous on veut du fromage, du vin, des chips, des grillades, des apéritifs, on veut tout ça. On veut profiter, on veut décompenser par la nourriture, et puis faut bien mûrir de quelque chose. Au fond. C'est un peu ça le message. On est sûr de soi quand on dit ça. On est un peu cabotin même. C'est un pied de nez. Et quand arrive l'imminence du diagnostic, tout s'effondre. Et on redevient un enfant très apeuré, perdu. Et toutes les certitudes d'hédonisme qu'on avait s'effondrent au moment du constat. Et bien par la peur, on n'est pas en action, mais on est en réaction, et on suit le mouvement proposé, c'est-à-dire l'interventionnisme médical unilatéral. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais unilatéral. Pourquoi pas aller vers toutes les branches? Pourquoi pas s'occuper de ses émotions, aller voir un psy? Pourquoi pas s'occuper de son environnement, en choisissant de vivre dans un meilleur contexte,
en allant voir un nutritionniste, un naturopathe, ou que sais-je, d'aller voir un sophrologue, un hypnothérapeute, un magnétiseur, homéopathe. Voilà, mais souvent c'est un conduit simple, voilà, très blanc, très aseptisé, sur lequel on va fonder tous nos espoirs, avec des résultats aléatoires sur des maladies qu'on dit incurables ou qu'on ne comprend pas. Sclérose en plaques, diabète, Parkinson, Alzheimer, on dit, bon, bah, vous allez mourir de ça. Et puis certains cancers, bah, on ne sait pas. Certaines leucémies, bah, on ne sait pas, donc bah, le pronostic vital est engagé. Et donc on essaye quand même, on essaye de faire confiance, puis vu qu'on est dans la peur, le libre arbitre a diminué, on n'a plus de lucidité, donc on est dans le conduit, en pilotage automatique. Et il y a un sursaut, quand vraiment on a compris que c'était fini, on a envie de jouer notre va-tout. Donc de se dire, et pourquoi pas les choses que je jugeais bizarres, tordues, et bien en fait je ne les juge plus. C'est comme si j'étais foncièrement raciste, et que la personne qui me proposait de l'aide était d'une couleur de peau que je n'aime pas. Et je prendrais son aide. C'est-à-dire mes conceptions s'arrêtent là où mon opportunisme est assouvi. Et donc c'est souvent ce qui se passe. Je vais avoir une idéologie, et quand je suis à la limite de ma pensée, il faut que je m'ouvre. Mais à quel moment ? À quel moment physiologique, à quel moment temporel ? Souvent en dernière instance. Alors, quand la personne est sous-vitale, extrêmement toxémique, avec peu de ressources organiques, le travail est très compliqué. Et il faudrait faire tellement de choses. C'est une approche globale, évidemment, qu'il faut. Pour chaque individu en bonne santé, on doit s'occuper de tous les critères de notre hygiène de vie. Pour chaque individu qui commence à dysfonctionner, il faut le faire, mais quelqu'un qui est aux portes de la fin de vie, tous les voyants clignotent rouge, il faut faire un travail colossal en très peu de temps. Et c'est une course contre la montre. Et souvent, c'est trop tard. Alors, est-ce qu'on doit faire quelque chose quand même ? Évidemment, oui. Déjà parce qu'il y a toujours de l'espoir. Tant que les cellules fonctionnent, ce que je disais, il y a des soubresauts physiologiques incompréhensibles, et les médecins eux-mêmes le disent. Et puis, il faut faire jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière volonté, au dernier souhait. Mais on ne peut pas empêcher d'avoir une colère sourde, partagée. Pas dirigée contre quelqu'un, mais plutôt contre un système auquel on appartient tout entier, qui fait que... Pourquoi se faire chier ? Pourquoi changer son alimentation ? Pourquoi aller faire une promenade en forêt ? Pourquoi se faire chier ? En gros, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le résumer. Pourquoi se priver ? Alors qu'on est déjà tellement frustré de faire le travail, d'avoir des conflits X ou Y, de ne pas pouvoir partir en vacances quand on veut, que le temps ça ne nous convienne pas, que le petit n'arrive pas à l'école, etc., etc. Donc on a envie de vivre. Et la question c'est comment vivre cette existence-là en étant juste à l'extérieur de soi-même, par l'acte de fuite de soi et la consommation. Tous les ressentis simples sont basiques et ne nous ramènent pas forcément à la consommation. Et pour ce qui est de la santé, on la consomme beaucoup. Et en plus, c'est gratuit. On oublie que c'est remboursé, que ça a un prix. Et donc, pourquoi aller voir un naturopathe et débourser 50 €? Pourquoi aller voir un ostéopathe, c'est pas remboursé? Pourquoi aller voir un homéopathe? Il y a du dépassement d'honoraires. Pourquoi payer? Alors qu'en fait, la pilule, le traitement vont être remboursés et puis il n'y a pas trop de questions à se poser. Et le moment où on se pose des questions, où on commence à douter, eh bien on est en bout de piste. Et là, il y a un gros travail à faire. On ne peut miser que sur une chose, en définitive, répéter, rabâcher, faire témoigner des personnes qui s'en sont sorties, et faire de la pédagogie, encore, expliquer la physiologie humaine, et s'intéresser à l'esprit. Parce qu'on a tous le même corps, les mêmes organes, grosso modo, mais on a une expression d'esprit différente dans le monde dans lequel on vit. Donc on doit s'intéresser à cette sphère-là, et c'est un travail avant tout personnel, de mise au calme, de mise au repos, de mise à distance, de se retrouver dans la relaxation, dans la méditation, dans des discussions inspirantes,
d'aller dans la nature, de couper avec le bruit, le vacarme, pas seulement le bruit et le vacarme sonore, c'est-à-dire tout ce qui compose l'hyperstimulation du monde dans lequel on vit pour s'écouter puis se dire, bah en fait là tous les examens sont bons mais je me sens pas bien. Je me sens faible, je me sens respirer difficilement. Les boutons, on me dit c'est rien, moi, c'est pas normal en fait. Et là, au moment où il y a des tout petits signaux, parce que je ne crois pas dire bah, du jour au lendemain il y a eu le cancer, du jour au lendemain. Non, il y a toujours des signes avant-coureurs, évidemment, mais qui sont minimisés, sur lesquels on va mettre des pommades, des hydrolats, des poudres, des crèmes, des compléments qui vont masquer, qui vont maquiller ces symptômes-là, et puis on met tout sous le tapis, puis à un moment donné, la poussière déborde et nous étouffe. Le vrai enjeu social, par rapport à cette urgence sanitaire, qu'est notamment le cancer, où, ce sont les chiffres de l'OMS, un enfant sur deux qui naît aujourd'hui a la chance d'avoir le cancer avant ses 45-50 ans, c'est un enjeu de société. Et aujourd'hui, de l'argent de la recherche qui va essentiellement pour rechercher des vaccins contre le cancer ne me semble pas très pertinent, alors qu'on sait que la plupart des causes de cette maladie dégénérative, de mutations cellulaires, sont liées à l'hygiène de vie. Nourriture, pollution, stress, manque de repos, manque d'activité physique. Si on arrive à faire une promotion efficace, autrement plus pertinente que manger 5 fruits et légumes par jour, et manger, bouger, peut-être qu'on instillera dans la tête des citoyens que nous sommes l'idée qu'on est fait pour fonctionner selon un mode, selon des besoins, et pas selon des envies et des plaisirs complètement variables selon les modes et les époques. Il semble difficilement envisageable qu'il y ait d'autres saluts que celui-là. Bien sûr, il n'y a pas de vérité, mais je ne conçois pas la prévention isolée des réponses qu'on peut formuler. Ça me semble impossible. Alors, quand on fait le jeûne intermittent, ben on dit au revoir au petit déjeuner sucré sympa. Quand on se fait une petite monodiète, on dit au revoir au repas partagé avec les amis, les collègues et la famille. Quand on fait un jeûne, on se prend une semaine de vacances. On se dit au revoir à peut-être aller à Port-Barcarès ou autre, et puis de faire plaisir, d'être avec les copains, d'aller boire un coup. Mais on investit et on agit. On n'est pas passif. On n'est pas soumis à l'arbitraire, au hasard, en disant je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts pour pas qu'il y ait une merde qui m'arrive. Parce que c'est un peu ça. J'espère que, t'as de la chance que... C'est un peu ça. Il n'y a pas de chance. On construit, on élabore sa santé. On est acteur. On peut être un temps victime, parce qu'on peut grandir dans un contexte familial et social peu favorable, où il n'y a pas beaucoup d'informations, où il n'y a pas beaucoup de culture, où il n'y a pas beaucoup d'ouverture, c'est possible. Mais fondamentalement, je dirais avant 20-25 ans, on aura entendu au moins 10, 15, 20 fois des discours qui peuvent faire tilt dans notre tête et nous dire il y a une autre vérité que le fatalisme et où je peux me prendre en main. Bien sûr que ça coûte. Parce que dans nos cercles, on va passer pour des austères et des rabat-joie, c'est ce que je disais. Mais se mettre en retrait du monde qui va droit dans un mur, c'est peut-être sain. Peut-être que c'est sain d'avoir une carte vitale et de ne jamais rien se faire rembourser dans l'année. Plutôt que de dire, j'ai un bon médecin. Peut-être qu'on peut dire aussi, j'ai pas de médecin, parce que j'irai le voir quand ça dysfonctionnera. Ou alors, j'ai un bon médecin, et je vais faire des examens réguliers, et s'il y a quoi que ce soit qui est entrepris, vu, j'agis tout de suite. Et souvent, par le bon sens, je sais ce qui dysfonctionne. Ah, c'est vrai que j'ai abusé là. J'ai vraiment tiré sur la corde, j'ai stressé. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Moi, j'ai vraiment mal mangé. Le bon sens. Le bon sens va nous amener à quelque chose. Et sur des choses aussi simples,
que l'enfant tout petit qui vomit son biberon de lait à 6 heures du matin, à 10 heures du matin, à 13 heures, à 17 heures, à 20 heures et à 1 heure du matin. Donc il y a 5, 6, 7 biberons. Les 6, 7 sont vomis. Non, tout est normal. Et à quel prix cette normalité? Est-ce que ça viendrait à l'idée du parent de continuer de mettre dans sa bouche quelque chose qui va régurgiter 7 fois quand il l'a consommé 7 fois? Et ça fonctionne comme ça. Donc le bon sens. Même si on nous dit les produits laitiers sont très bons pour la santé, si l'enfant les vomit, sans doute que ça ne lui convient pas. Peut-être que le corps a un mécanisme buccal et anal pour rejeter ce qui n'est pas bon pour lui. Et ça s'appelle le bon sens. Alors si on le couple à la connaissance, amené par la prévention, amené par la pédagogie, là on a toutes les clés en main pour entrevoir l'avenir de manière extrêmement positive. Et pas en croisant les doigts en espérant que ça ne me tombe pas dessus. C'est pas parce que quelque chose a une autorisation de mise sur le marché, que quelque chose est promu médiatiquement, commercialement, que ce n'est pas sans danger. Donc on a le droit de considérer que du lait en poudre atomisé à 300 degrés, non biologique, avec des additifs de synthèse, dans des récipients en aluminium, soit meilleur que le lait maternel. C'est ce qui est promu par beaucoup d'agences. On a le droit. Mais à un moment donné, le bon sens nous dit peut-être, tiens, ce qui coule du pis des mammifères que nous sommes, et qui est prévu pour le petit bébé humain, peut-être que c'est mieux que cet agent chimique-là, qui est produit à la tonne, et qui peut se conserver 2-3 ans. Ça, c'est le bon sens. Et il y a beaucoup de choses qui relèvent du bon sens. Quand on entend dire, bon, le bio, le pas bio, on ne sait pas trop, hein, il n'y a pas d'études. Hein. Et le bon sens au bout d'un moment. Quand on a un bidon avec une tête de mort dessus, une personne qui met une combinaison intégrale pour pulvériser. Parce que le bon sens ne dit pas, tiens, peut-être que la tomate qui est arrosée hors sol, qui n'a pas vu la terre, peut-être qu'elle n'est pas égale à celle qui pousse dans le jardin de mon voisin de manière sauvage. Peut-être que de vivre dans une grande ville avec des microparticules, c'est pas égal que de vivre à la montagne. Peut-être que de rester derrière un écran avec du Wi-Fi et un portable allumé toute la journée, peut-être que c'est pas égal que si je travaillais au grand air comme un bûcheron, dans une zone blanche. Et puis on ne va pas attendre des études qui valident les méfaits des ondes électromagnétiques, on ne va pas attendre des études qui valident les méfaits de la pollution, on ne va pas attendre des études qui valident les méfaits de Monsanto. On ergote au niveau législatif et à un moment donné le bon sens. Et ce bon sens-là, couplé à des recherches qu'on peut nous amener, et ça c'est ce que je dis, c'est le rôle pour moi d'une institution collective, plus les recherches qu'on va faire, parce qu'il faut un peu aussi s'autonomiser, il faut se responsabiliser, eh bien il y a de grandes chances qu'on arrive à valider dans notre tête que ce sont avant tout nos choix qui vont nous permettre de ne pas arriver à la fameuse question « Oh, je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, je n'ai plus beaucoup de choix. Tout acte préventif, tout acte où on se met en contact avec nous-mêmes, forcément, nous ramène vers la pleine santé. Fondamentalement. Tout moment où on se met dans l'indolence, dans la fuite, qui peut être parfois salvatrice et protectrice. Et quand elle devient longue, chronique et refuge, évidemment, on est dans l'oubli. Mais tout acte qui nous ramène quelque part à nous-mêmes, hein, à nos ressentis, à nos émotions, à nos sensations, à notre observation, de dire tiens, ces taches rouges-là, ces éruptions cutanées, ces cernes, ces petites croûtes, ces cérumènes, ce psoriasis, etc., ça dit quelque chose. Et c'est pas parce que je vais écouter le discours qui m'arrange, parce qu'évidemment dans le lot d'informations, il y aura tout et son contraire, et évidemment on va aller spontanément vers ce qui nous arrange. Tiens, il est question que le cannabis soit légalisé, il y a plusieurs études qui sortent, il y en a 120, eh bien sur ces 120-là, s'il y en a 2 qui laissent entendre que c'est positif, lesquels je vais prendre? Est-ce que je vais dire ça représente 1,85% des études, ou est-ce que je vais dire 100% de ces 2 études-là disent que c'est bon, par exemple? Ça peut être une chose comme ça, donc, mais c'est un mouvement naturel, parce que c'est dur de changer. C'est compliqué, et il y a une force d'inertie autour de nous, généralement, qui est très grande. Sauf que le prix est très fort à payer, et que le désastre de voir un proche qui souffre, ou de souffrir nous-mêmes, en ayant une marge de manœuvre extrêmement réduite, parce qu'on s'est mis en action trop tard,
Eh bien ça c'est, je vais dire dommage, mais c'est plus que dommage. Euh, c'est un gâchis. C'est quand même un gâchis d'existence. Donc tant pis si on est un peu rabat-joie, tant pis si on est un peu austère, tant pis si on est un peu chiant pour les autres. Et si on le fait dans la joie et si on s'écoute et qu'on est conscient d'agir pour nous dans une direction positive, eh bien au final on aura la tranquillité de l'esprit euh, d'agir et d'avoir un éventail de possibilités très large. Puis la vie, je pense que c'est ça, c'est surtout d'avoir une possibilité d'action par rapport à ses souhaits très larges et pas pendant des mois et des années devoir aller faire des analyses pour savoir si ça se passe bien. Donc c'était pas prévu là, ça, mais ça me semblait important parce que c'est un peu épidermique, mais tous les jours de recevoir des messages, je me dis mais quel échec et quel gâchis, ouais. Alors, on connaît tous des gens autour de nous, hein, on se dit mais il y avait moyen, et si seulement, ça c'est une catastrophe. Et donc l'extension possible de ça, c'était de dire que l'entourage peut aussi faire sombrer une personne qui à un moment donné, elle veut basculer, elle émet le souhait, elle a les infos, et puis les forces de résistance.